Bonjour tout le monde, merci pour être des nôtres. Je m'appelle Marianne Gagnon et je suis la personne qui s'occupe de toute la fondation Sauve ta peau. Je vous donc souhaite la bienvenue, qui va maintenant vous donner un résumé de tout ce qui s'est passé dernièrement au sujet de mélanome ainsi que de tous les autres cancers de la peau, blanc, basocellulaire et épidermoïde, y compris ceux de l'œil. On a ici l'occasion de pouvoir, et on est très heureux de ça, d'avoir le très honoré Dr Marcus Butler. Tous les participants de la public seront ici uniquement à l'heure actuelle en mode auditif, c'est-à-dire qu'ils sont en observateur pour pouvoir des questions. Vous pouvez maintenant les placer tout en bas de l'écran. Les questions sont posées par la suite à la fin et il y aura aussi les réponses. S'il y a des questions et vous n'avez pas tout de suite de réponse, il ne faut pas s'inquiéter car on va vous contacter par la suite. Cette session sera enregistrée et sera disponible aussi bien en anglais qu'en français sur notre site internet et aussi sur le site de YouTube. On est en train de donner des directions en français pour les francophones qui sont sur l'autre canal s'ils veulent entendre le français, c'est-à-dire comment on peut peser sur le bouton de façon telle qu'on puisse entendre le français. Merci bien pour être des nôtres. On va passer à la présentation. Voici Cathy Bernard qui est la fondatrice de la fondation Sauve ta peau. Et il va vous présenter le Dr Butler. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Cathy Bernard et je suis une survivante du mélanome. Je fais partie des fondateurs de la fondation Sauve ta peau. Je suis sur le territoire non cédé traditionnel des Okanagan. C'est aussi un honneur de vous présenter le docteur Marcus Butler, qui est un docteur. Il fait des études et il s'occupe de la traduction pour ce qui touche le monde du cancer des peaux. Il a étudié à l'université à New Haven, en Connecticut, aux États-Unis. Après quoi, il est passé à l'université de Johns Hopkins à Baltimore, toujours aux États-Unis. Après quoi, il a aussi passé par l'université de Harvard à Boston, toujours aux États-Unis. Et finalement, il est venu ici, au Canada, au département d'oncologie et d'hématologie de l'hôpital Princesse Margaret à Toronto. Et il s'occupe de mélanome, il s'occupe aussi d'autres cancers de la peau. Il est aussi professeur assistant à l'université de Toronto. C'est aussi le directeur clinique pour la surveillance des gènes à Princesse Margaret, où il s'occupe aussi de tous ces genres de cancers de la peau. En outre, il a aussi, c'est aussi s'occuper de développer, s'est aussi occupé de plusieurs développements très importants pour la modulation des points de contrôle de certains cancers de la peau. Il s'est occupé aussi de la question de la résistance aux médicaments qui sont là pour combattre le cancer. Récemment, il s'est occupé aussi du conseil des mélanomes oculaires de l'œil, qui sont très agressifs. Merci beaucoup, Cathy, pour l'opportunité de vous parler en ce jour. Allô? Il n'y a plus... Ah, oui. Oui, donc on peut voir maintenant la diapo sur l'écran. Et ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de les sélectionner des résumés qui, selon moi, étaient importants et qui pourraient maintenant vous donner une idée de comment on peut interpréter les renseignements qui ressortent des études. Si on regarde à la réunion de Chicago, qui en général, auparavant, était un peu partout aux États-Unis, mais maintenant est si grande qu'il n'y a qu'un endroit qui peut maintenant les accueillir, Chicago. Cette réunion qui
a lieu une fois par an, et vraiment une énorme réunion où il y a plein de compagnies, de médecins qui vont à Chicago. On parle de quelque chose comme 30 000 personnes qui sont là, qui examinent les données les plus récentes. La façon par laquelle on regarde aux données cliniques, c'est que une fois qu'on a fait les études, on avait des centaines de patients, on condense le tout en une présentation de 10 minutes, lors desquelles, ou voire même une affiche qui décrit tous les résultats. Et finalement, la présentation permet aussi de discuter toute la question. Et il y a donc plusieurs questions et réponses entre les personnes qui sont présentes à la réunion au sujet de ces données. Ceci signifie qu'on a vraiment quelque chose qui est très technique. On a aussi des résultats qui sont très techniques aussi. Et donc, c'est pas si facile pour les gens qui n'ont pas de formation clinique sur comment on peut regarder ces renseignements et les comprendre, ou à moins qu'il y ait quelqu'un pour les expliquer. C'est pour ça qu'il faut voir ce que vraiment les médecins sont en train de vous dire. Cathy, certainement, s'il y a un commentaire qu'on vous envoie, ou vous avez vos propres questions, arrêtez-moi et je serai plus qu'heureux que de vous donner une réponse. Voici ici maintenant toute une liste de compagnies à lesquelles j'ai fourni des services. Comment est-ce que maintenant on comprend ce genre de réunion? Comme je vous l'ai dit, ce sont des réunions qui sont très importantes, grâce auxquelles on peut présenter des récentes données qui ont été distribuées à travers la communauté scientifique. Ce sont les plus récentes données. Ce sont donc pour des études cliniques qui sont terminées et qui sont présentées maintenant en forme de résumé. Et ça présente aussi des données qui sont importantes pour la pratique des médecins. Les grosses compagnies pharmaceutiques et autres, et les autres personnes qui essaient d'obtenir des renseignements vont envoyer ces présentations à des grandes réunions de façon à ce que tout le monde puisse les connaître. Il y a aussi des compagnies qui envoient des résumés qui se passent par la presse. Il faut aussi toujours les comprendre. Cette présentation était vraiment très intéressante, celle de la réunion de Chicago. Parfois, une grande partie de ce résumé n'ont même pas été examinés par des pairs. Il y a eu une examination, mais interne plutôt qu'externe. Et donc, parfois, il faut regarder ces résultats avec un grain de sel. Car quand on regarde nos propres données, on regarde toujours sous un certain angle. Alors qu'on pourrait avoir des préjugés. C'est pour ça que c'est important que de discuter de ces données ensemble avec les autres personnes. Et ceci pourrait avoir un effet important sur des manuscrits qu'on envoie pour la publication auprès des journaux. En général, on n'est pas en train de regarder aux données de publication. Plutôt, on est en train de regarder aux données qui sont fournies aux gens qui s'occupent des règlements. Ça va nous donner une idée de ce que ces gens sont en train d'examiner et qu'est-ce qui est important pour eux. Ces gens obtiennent les données souvent bien avant que la publication ne sorte. Parce que ces présentations sont vraiment extrêmement concentrées. Ce sont des résumés si vous voulez. Il faut se rappeler que l'oncologue est la personne qui est un guide, qui est là pour vous guider, regarder aux données qui sortent dans des publications ou autres. Il regarde aussi au graphique, et puis il essaie de comprendre comment on va les interpréter. C'est donc très important de parler aux oncologues. Quand on regarde maintenant au langage qui est utilisé, il y a plein d'acronymes par exemple. Comme vous le voyez en bas, ici RFS, DMFSS, PFS, OS, ça veut dire quoi tout ça? Les FS, DMFS, PFS,
sont pratiquement indique le temps quand les gens sont vivants au moment de la première fois qu'on est traité au sujet d'un certain cancer, avant qu'il y ait une rechute. L'OS, c'est les temps quand on survit, quand on développe les métastases, avant qu'on arrive à une phase 4. Puis là aussi, la progression pour les personnes qui sont maintenant qui remarquent qu'il y a une progression des tumeurs, mais ils sont en train de survivre. Il semble que, en effet, la maladie n'est pas en train de s'étendre. Et pour l'OS, c'est le temps, comme on l'a dit auparavant, qu'on est vivant. Les statistiques sont importantes ici, car elles indiquent elles nous disent, car elles nous aident, en ce cas, que on essaie vraiment de voir qu'il y a une petite probabilité que le résultat n'est pas un accident quand on regarde aux chiffres de tout le monde. Donc quand on prend 100 personnes et on fait une intervention sur 100 personnes, on va se retrouver avec des chiffres très étranges, parfois un peu plus auxquels on s'attendait. Mais ça arrive, parfois. La statistique, maintenant, permet que ce qu'on est en train de regarder et permet de dire que ce qu'on a observé est vraiment la vérité, n'est pas quelque chose d'extravagant. Quand on regarde maintenant aux valeurs P, on est en train de dire qu'on est sûr à 95% des données qui sont présentées. Il y a aussi un rapport de probabilité. Ceci signifie qu'il y a deux courbes qui sont différentes. Ceci signifie aussi que ça te donne un sens grâce auquel on peut voir comment les courbes peuvent changer en fonction du temps. Quand on a une courbe qui se sépare au début et puis reste séparée, vous avez donc un rapport de probabilité qui est bas. Quand on regarde une courbe des survivants, 100% veut dire que tout le monde est vivant. Mais en fonction du temps, il y a des patients qui malheureusement peuvent trépasser. Et maintenant, il y a donc une courbe qui descend, comme vous le voyez. Ici, vous voyez qu'à 90%, ça veut dire 90% des personnes sont encore en vie. Mais ça, c'est tout au début, comme vous le voyez, de la thérapie. Après quoi, quand il y a des métastases de mélanome qui se développent, les gens, malheureusement, trépassent vite. Mais c'est pour ça qu'on a développé des thérapies pour qu'ils permettent maintenant que de vivre pour une longueur de temps bien plus longue, comme vous le voyez. Ici, vous avez aussi deux courbes où la thérapie marche mieux que la courbe bleue. Après quoi, cette thérapie ciblée ne marche pas aussi bien que la thérapie générale, la courbe bleue. Et ce qui se passe maintenant quand on regarde au rapport de probabilité, si ces deux courbes sont vraiment différentes ou pas. Bon. Parfait. Regardons maintenant cette étude très importante qui a été présentée à Chicago cette année-ci. C'est l'étude 716 qui regarde maintenant à une étude de thérapie adjuvante avec des anticorps. À l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de traitements pour des patients qui sont à la phase 2B ou 2C. Dans cette étude clinique, il y a eu de nombreux patients qui ont été traités de deux façons. Presque 500 ont reçu le placebo et presque 500 ont reçu le pembrolizumab. Après qu'on a remarqué qu'ils avaient un mélanome en stade 2, en fonction de la biopsie des ganglions.
Après quoi, on a surveillé ce qui se passait. Et pour voir s'il y avait une récurrence ou pas. S'il y avait une récurrence, on leur a dit, on va faire maintenant un traitement qui n'est pas aveugle, avec maintenant du pembrolizumab. Quand on regarde maintenant statistiques, quand on regarde au nombre de patients, ils ont décidé si maintenant, quel était maintenant le point final primaire, secondaire et exploratoire. Et on a remarqué que pour le faire, pour les statistiques, on devait maintenant les utiliser pour voir si oui ou non les points qu'on avait choisis étaient les bons points ou pas. Car vous pourrez avoir une trentaine de points différents, mais statistiquement, il se peut que parmi ces 30 points, il va y avoir un qui va être positif par pur hasard. C'est pas bon ça. Car si vous continuez à faire les mêmes choses, à ce moment-là, vous pouvez avoir quelque chose de positif, mais ce n'est pas vraiment positif. Ça peut être le fruit du hasard. C'est pour ça qu'on a besoin de traiter les gens avec la vraie solution, et non pas celle qui sort du hasard. Quand on regarde maintenant à quelque chose qui a une signification clinique, mais pas statistique, ce qui se passe que vous pouvez avoir un résultat. Par exemple, pour le 716, l'étude 716, on a trouvé des résultats où il y a, peut-être je ne l'ai pas dit, mais où on est très près de la signification statistique, mais il n'a pas été démontré. Et les statisticiens ne vont pas te permettre de regarder à ces chiffres, car autrement on risque de tomber sur un faux positif. À l'avance, au préalable, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des données qui avaient été présentées lors d'autres réunions. Et on avait remarqué qu'il y avait davantage de personnes qui étaient vivantes pendant plus de temps par rapport aux gens qui recevaient la placebo plutôt que le composé qui s'appelle Pembro. Et vous avez ici des chiffres qui semblent être semblables. C'est parce que dans l'analyse 1, les patients avaient été analysés. Mais la deuxième, l'analyse 2, a été faite 15 mois plus tard, comme vous le voyez ici. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec maintenant des suivis plus longs, on a remarqué ceci. C'est-à-dire que quand on a ces présentations, on a des explications pour l'analyse en termes de statistiques qui est faite et qui est décrite dans les études cliniques pour cette étude qui compte environ 500 personnes. Quand maintenant on regarde à ce genre d'études cliniques, ils vont parler des caractéristiques, les présentateurs vont vous donner quelles sont les caractéristiques. Ce que les docteurs cherchent ici, c'est oui ou non, il y a un équilibre ou un déséquilibre. Et dans la phase 2, c'est quand on regarde vraiment si oui ou non la personne va survivre ou pas. Et c'est pour ça, s'il y avait quelque chose comme un 50% des patients qui étaient dans la phase 2C, et seulement 30 avec le composé, il va y avoir un taux différent en termes de survivants. Mais ça, c'est peut-être pas à cause de la base. Et c'est pour ça que le docteur disait que chaque groupe était bien équilibré. Et ils vont aussi vous donner une idée de quelles sont les vraies différences. Parfait. Regardons maintenant à l'idée qu'il y a des personnes qui n'ont pas de métastase. Ceci signifie que quand on a une étude adjuvante, s'il y a maintenant des récurrences de façon locale, c'est une rechute. Mais quand on regarde maintenant aux métastases qui sont loin du site primaire, non pas au niveau local donc, on a une rechute. Ça, c'est le ersatz en termes de la survie des patients. Les docteurs sont très intéressants à ce genre de survie et à cet élément qui est très important.
ce que cette étude a démontré, c'est qu'il y a une différence parmi les personnes qui n'ont pas de métastase. Regardez ici les chiffres. Et le taux de probabilité est de 0,64%, c'est-à-dire que 36 des patients ont fait mieux quand on regarde à la courbe totale vis-à-vis des placebos. Et en fait, quand on regarde à ce taux de probabilité, c'est que on l'étudie aussi, on le passe par l'étude de statistiques. Et en fait, les docteurs veulent voir exactement si ça passe par le 1,1, veut dire qu'il n'y a aucune signification statistique. Et comme on le voit ici, de 0,47 jusqu'à 0,88, c'est-à-dire que oui, on a ce sens de confiance dans le fait que cette étude est une bonne étude qui montre exactement ce qu'il se passe et que ces personnes auraient moins de problèmes et que donc la survie sur le long terme est meilleure. Si on regarde maintenant, après 3 ans, une grande partie des patients n'a pas de problème de métastase, même si elles ont eu la placebo. C'est-à-dire que le fait qu'on a enlevé le cancer par des moyens chirurgicaux a été suffisant. Et vous pouvez aussi améliorer ce nombre de rechutes, comme vous le voyez ici. Et avec davantage de temps, on espère qu'on peut voir ces deux courbes se séparent encore plus. La chose plus importante ici, c'est que il y a des patients qui ne chutent pas, même s'ils reçoivent le placebo. Ça, c'est un des défis avec la nature du traitement adjuvant. Ça, c'est les différences. Ici, on voit 3 stages différents. C'est-à-dire, quand la tumeur de la peau, et c'est toutes des tumeurs de la peau, mais on regarde à des étapes différentes. Ce qu'on a aussi fait, c'est que où a lieu les métastases. Et en général, on les trouve dans les poumons. Ça, c'est une étude sur un temps assez bref. Et vous allez remarquer qu'il y a aussi des autres organes où il y a moins de métastases. Le cerveau, les ganglions, etc. Mais ça, c'est parce qu'on a seulement regardé sur un point très bref. Et souvent, c'est assez facile que de trouver les métastases dans les poumons. Après quoi, il y a aussi cette étude où on a placé les données pour montrer quelles sont les catégories qui sont favorisées quand on donne le composé vis-à-vis du placebo. Quand il y a donc aussi quelque chose qui ne va pas maintenant couper la ligne du placebo, de la ligne 1. Si ça ne coupe pas la ligne 1, quelle est la différence? Il y a vraiment une faveur, un traitement de faveur. Et en général, la conclusion qu'on tire, quand on regarde toutes les catégories, c'est que quand on remarque ces chiffres où il y a la ligne, où il y a l'intersection entre la ligne de traitement et celle du 1, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde. Vous avez vu, il y a 17 personnes, donc on se retrouve avec des chiffres qui peuvent dire tout et n'importe quoi. Quand on regarde maintenant au numéro de tous les patients et qui sont sans récurrence, ce qu'on remarque, c'est que ces personnes sont toujours différentes quand on fait la comparaison entre ceux traités avec le placebo et ceux traités avec le Pembro. Et ceci signifie aussi que on va aussi fournir ce taux de probabilité et on voit toujours que c'est au-dessous du 1. Après quoi,
On a aussi fait une autre étude ici, une autre étude encore. Et on essaie de voir s'il y a quelques modèles qu'on peut étudier et suivre. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a moins de rechutes. On voit que quand il y a ce taux de rechute, et il y a aussi des cas où on ne sait pas. C'est quand, par exemple, le patient arrête la thérapie ou bien se retrouve avec quelque chose d'autre lors de la thérapie, on ne peut pas continuer la thérapie adjuvante. Et à ce moment-là, elle développe une rechute. L'oncologue va maintenant regarder à la lésion, essayer de garder le patient à l'intérieur du cadre de la thérapie. Ce que vous voyez ici, c'est que, en général, comme vous le voyez, c'est qu'il y a moins de rechutes que dans les poumons. Et ça, ce sont maintenant tous les effets secondaires de la thérapie. En général, quand vous fournissez ces données, on dit « Ah, la thérapie, c'est mauvais !» Et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder à ces données en faisant très très attention. Il y a donc des patients qui ont eu un hypothyroïdisme qui, peut-être quelque chose qui reste, c'est quelque chose de permanent, ça risque de l'être. Et donc il faudra toujours leur fournir des pilules pour la thyroïde. Ce qui est important ici dans cette thérapie, c'est qu'on croit qu'on peut maintenant faire diminuer ce taux de rechute. Et comme vous l'avez vu dans certains patients avec ces maladies, ce qui pourrait on voir qu'il n'y va jamais avoir de rechute parce qu'on a enlevé le cancer par des moyens chirurgicaux. Mais on ne peut pas savoir a priori qui sont ces personnes, on ne peut le savoir que plus tard. Il y a aussi des données sur la qualité de la vie qui montrent que la thérapie est pas mal bien tolérée. Donc, qu'est-ce qu'on doit savoir ici? C'est que quand on a maintenant une maladie qui est arrivée à la phase 2, on peut le traiter avec l'immunothérapie. Mais une grande partie des gens n'ont pas besoin de ce traitement, car on a déjà des bénéfices qui viennent de la chirurgie, mais on ne sait pas a priori qui sont ces personnes. Et c'est pour ça qu'il faut toujours passer par la thérapie. Si on regarde par exemple à 18 patients, on doit donc traiter 18 personnes pour vraiment en aider une seule, parce que les autres personnes n'en ont pas besoin. C'est vrai aussi pour d'autres cancers, par exemple ceux au sein. On a davantage de plus de temps, car on a ici un point chronologique qui n'est pas loin du début du traitement. On devrait vraiment avoir aussi des autres points chronologiques. Une des questions, c'est que quand on regarde au temps, les patients ont l'accès aussi à d'autres thérapies, d'autres traitements. Et la question, à ce point-là, quand on regarde maintenant la gestion de la thérapie, c'est que c'est une question vraiment très importante qu'on doit vraiment avoir avec un oncologue à la lumière des données. Et on va vous donner les données bientôt, car il faut vraiment regarder à l'effet sur le style de vie, sur vos activités lors de l'année. Et non seulement de l'année, mais aussi aux effets secondaires lors de l'année et des années suivantes. C'est pour ça que, par exemple, la personne dit « Moi, j'aime vivre maintenant. Et j'aurai donc maintenant le traitement chirurgique. Après quoi, on verra. » D'autres personnes vont donner une autre réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des situations lors desquelles il va y avoir des chutes. Et ça risque aussi de faire pousser le cancer. Il faut donc aider ces personnes le plus vite possible. On espère qu'à l'avenir, on va avoir des meilleurs marqueurs pour mieux comprendre qui sont ces personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Une autre chose très importante, et ça on le voit dans cet autre résumé. Cathy, si tu veux, tu peux m'arrêter s'il y a des questions.
Non, non, t'inquiète pas. Faut pas s'inquiéter, c'est bon. Bien, bien, merci. Une autre étude très importante, c'est sur celui de la relativité 0,47. C'est une étude qui a été faite sur deux composés qui ont été utilisés, le niveau et le ratlimab. Et il y a aussi un composé qui s'appelle Octibo et Relatlimab. Je crois, je ne me rappelle pas exactement quelle est la marque, mais quand on les met ensemble, on se retrouve avec cette étude. Et il y a donc un marketing qui s'occupe de cette thérapie où il y a deux composés qu'on utilise. Ce qui se passe, c'est que c'est la combinaison des deux dans relativité 0,47. Car dans la phase 1 de l'étude clinique, on voit qu'il y a une activité qui semble être dès le début. Et il semble aussi qu'il est moins toxique que l'autre thérapie qui était disponible, le Checkmate 0,67, où il y avait niveau plus IPI versus niveau par lui-même, qui est quelque chose qui était normal, qu'on utilisait un peu partout, et qui marchait contre les mélanomes. Et c'est très toxique, non seulement pour le mélanome, mais aussi pour le patient, ce qui crée des soucis et des problèmes. C'est pour ça il y a eu aussi des suivis de 6,5 années. Et c'est quelque chose qui est devenu vraiment la norme de la thérapie, bien qu'elle soit toxique. Si maintenant, au niveau plus serait là, on espère d'avoir le même effet, voire un effet meilleur, mais moins de toxicité, ce qui est le cas, il semble. Voici l'étude clinique où on regarde à cette combinaison. Et vous savez, il y a aussi cette combinaison où on espère que on est mieux. Mais en fait, quand on regarde à la monothérapie, un seul composé, vous vous retrouvez avec les docteurs qui doivent considérer si on peut modifier légèrement la combinaison des composés, car on se retrouve à quelque chose qui est un peu compliqué. Il y a aussi un biais ici, il y a un préjugé. Cette étude a regardé aux survivants où on ne retrouve pas des nouvelles métastases ou des métastases. Comment ils ont répondu aux composés, s'il y a eu une progression ou pas, et aussi quel est le taux de survivants en fonction du temps. Comme je dis auparavant, voici ici la ligne quand il y a une différence. Comme vous le voyez ici, on veut tout de suite voir pourquoi il y a une différence. Et comme vous le voyez ici, on a remarqué 42%, presque 43%, avec niveau RELA, ont le M1C, c'est-à-dire une forme plus agressive de mélanome en phase 4, qu'alors que 35% est du côté de niveau. Donc on s'attend que ceci signifierait que les gens en niveau RELA sont en pire état que ceux avec seulement le niveau. Si maintenant on regarde aux patients qui avaient des peaux atypiques, où il y avait un mélanome cutané, où il y a une réponse très remarquée avec la mélanome acral tout en haut de la peau. Ils ont aussi été inclus dans l'étude pour maintenant les patients qui ont le mélanome de l'œil, on les exclut de l'étude. C'est le cas ici aussi. En général, on ne les met pas, car la caractéristique de mélanome de l'œil est complètement différente vis-à-vis de ceux de l'œil. De la peau. Si maintenant on regarde aux marqueurs moléculaires, on essaie de voir s'il y a quelque chose qui a vraiment de la validité.
voici maintenant la diapo où on remarque la différence en termes du taux des survivants dans les deux études, niveau et niveau plus rela. On a présenté les données et on a remarqué qu'il y avait que ça continue avec cette revue où qu'il y a moins de progression des métastases quand il y a les deux, niveau plus rela. En tout et pour tout, quand on regarde au nombre de survivants, il y a un nombre différent de survivants. Vous le voyez tout de suite, c'est là. Mais les statisticiens vont vous dire que oui, ça semble différent, c'est ça le verbe, sembler, mais la probabilité que cette différence est vraie, ça il faut l'étudier. Et c'est pour ça que le statisticien vous dit que si on regarde maintenant au taux de probabilité, on est juste au-dessous de la barre de la signification statistique. À nouveau, on est juste au-dessous du fait que ce soit important d'un point de vue statistique. Et, comme vous l'avez entendu, les statisticiens ont leur propre règlement et ils les ont mis en place dès le début de l'étude. Et si maintenant il y a une signification statistique, c'est bon. Autrement, il faut faire autre chose. Et t'as pas le droit maintenant de regarder à nouveau aux chiffres. À ce moment-là, on se retrouve avec une étude où les chiffres continuent à diverger. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a une différence statistique. Mais on ne va jamais avoir une valeur P. C'est la dernière possibilité pour obtenir une valeur P et donc une signification statistique. Ce qui se passe toutefois, c'est que les patients et les docteurs regardent à cela et au fil du temps, même si ça dit une chose, on montre que ceci va avoir un impact sur les gens qui prennent des décisions pour le règlement. Ça signifie aussi qu'ils ont regardé à cette analyse de sous-groupe où on a regardé essentiellement au fait qu'il n'y a pas vraiment un vrai biomarqueur qui puisse nous indiquer qui devrait avoir la combinaison des composés plutôt que d'avoir la monothérapie. Ce qui est important ici, c'est qu'on a remarqué une différence dans les mélanomes en haut de la peau. Mais il y a aussi pas mal de données qui indiquent que le Revo est meilleur aussi pour les mélanomes de la mucose. On sait que ça marche bien avec le Rivo. Et est-ce que ça vaut la peine maintenant d'ajouter ou de le changer pour un autre composé ? L'autre chose qui est importante ici, c'est que quand les gens sont plus vieux, ils tirent des avantages de la combinaison des deux composés Nivo plus Rela. C'est pour ça que si on veut éviter la toxicité du niveau par lui-même, c'est mieux que d'avoir un niveau plus Rela. L'autre chose, c'est pour des raisons pas claires encore, il y a moins de différence dans le statut de mutation BRAF. Comme vous le voyez tout en bas, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez que le mélanome normal se comporte bien. On ne devrait donc pas on ne devrait pas craindre maintenant de leur donner l'autre thérapie, celle du niveau plus Rela. Mais on a besoin de davantage d'études aveuglées à l'aveugle pour cela. Après quoi, il y a aussi une autre analyse qui montre que même les personnes qui ont beaucoup de tumeurs, ils se comportent mieux dans tout sous-groupe quand on leur donne une seule thérapie vis-à-vis du traitement avec niveau plus Rela. Après quoi, ils ont regardé plusieurs courbes, la LDH par exemple, au statut des mutations BRAF, où
on peut voir la différence dans des courbes. Et pratiquement, on remarque que si maintenant on a cette courbe qui est si différente, comme vous le voyez, elles le sont. Est-ce que c'est important maintenant de le dire aux patients, de dire qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ici, après 12 mois, si on a maintenant le niveau plus là ou le niveau, d'un côté, vous avez une possibilité de 50% qu'il ne va pas avoir de progression de maladie. Mais si maintenant, on n'a que le niveau par lui-même, après 12 mois, la probabilité est que 38% des gens n'ont pas progressé. Ça signifie que 62% ont progressé. C'est donc important, quand on regarde ces chiffres, à ces courbes, que dans cette étude, la personne qui a eu le niveau fait, malheureusement, on est bien pire que les autres patients. Mais peut-être ça aussi, c'est parce qu'on a des patients qui se retrouvent dans cette étude. Il y avait des gens qui ne voulaient pas continuer avec l'étude de combinaison, car dans une grande partie des territoires, on a fait cette étude. C'était une option, c'était pas obligatoire. Et ça, donc, ça peut avoir des retombées sur le groupe des patients qui sont étudiés par l'étude. Et regardons maintenant à la sécurité. C'est très important. En termes de la sécurité, ici qu'on remarque les taux de sécurité, la toxicité. Quand on regarde maintenant aux effets reliés à la toxicité, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un 20% ici, comparé aux 10% avec les gens qui n'ont celle que le DIVO. Et nous, on a vu qu'on a quelque chose entre 55 et 60% des gens, on va avoir plus de toxicité, indépendamment de ce qu'on fait. Donc il semble que le niveau là est quelque chose qui donne moins d'effets secondaires, en tout et pour tout, de ce qu'on voit avec des autres combinaisons. Et c'est donc raisonnable que de l'utiliser plutôt que d'utiliser la monothérapie. Voici maintenant quel est le genre de toxicité qu'on remarque. Les effets secondaires les plus importants, ils sont listés ici. Ce qu'on voit ici, c'est le genre de toxicité qu'on remarque. Et il n'y a vraiment rien qui nous surprend là. Les présentateurs, les conférenciers nous ont dit que le point primaire qui indique plus ou moins quand on a la moitié des personnes qui s'en tirent sans rechute, on a remarqué qu'il y avait des changements qui étaient consistants, mais il fallait avoir des suivis plus longs. Et en général, ce qu'on voit, c'est des différences où, d'un point de vue statistique, il n'y avait pas de différence statistique. Mais une grande partie des docteurs pensent que c'est important de façon clinique, même si ce n'est pas statistiquement important. Et une grande partie des gens, dans plusieurs créneaux, regardent au niveau RELA, disent que c'est vraiment la thérapie à suivre, et donc discontinuer la monothérapie en faveur de la niveau RELA. Mais il y a des différences. Quand on regarde à la combinaison, une grande partie de nos patients seraient contents que d'avoir quelque chose qui marche bien. Une thérapie où il y a une combinaison, mais qui soit pas si toxique, moins toxique. Ce que j'ai mis en évidence ici, c'est aux chiffres qui donnent des survivants pour le niveau RELA. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on regarde ce qui se passe au point pour les Pinevo, la première présentation montre le graphique à gauche avec les survivants en vert. On a
l'IPI par lui-même, donc IPI par lui-même en vert, niveau par lui-même en bleu, les deux en orange. Ce qu'on a remarqué, et on avait toujours remarqué dans cette étude, c'est que pratiquement les deux étaient pratiquement pareils pour la première année. Les courbes se surimposent. Et sur le long terme, ça continue à se démarquer plus tard. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que IPI plus niveau ne marche pas aussi bien que le niveau RELA. C'est intéressant. On ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une étude clinique qui est différente. Et ça, maintenant, ça encourage les docteurs que le niveau RELA est vraiment quelque chose qui dépasse les anciennes études. Et c'est pour ça que ce qu'on peut apprendre ici, c'est que la thérapie RELA niveau améliore la réponse, le taux de réponse. C'est donc quelque chose de bon pour les patients qui autrement reçoivent seulement la monothérapie, qui pourraient être intéressés par deux composés, en ce cas RELA niveau. Mais on n'est pas vraiment sûr encore qu'est-ce qui est mieux, si c'est RELA niveau plutôt que quelque chose d'autre. On a besoin d'autres études à l'avenir. En fait, on a aussi besoin des meilleurs biomarqueurs. Ça, on en est à la mi-temps et on a besoin de regarder davantage de résumés. Et Cathy, arrête-moi si on a besoin. On va ici passer à une autre étude, celle sur les cellules de Merkel. Allô? Allô? On a ici une question au sujet des doses où on veut savoir si on va donner les deux composés à chaque mois plutôt que le l'IPI niveau où on donne 3 doses. Bien, il y a donc ce nouveau composé qui s'appelle KRT232 qu'on appelle aussi naphtémadyline, qui est un nouveau composé très intéressant qui semble avoir une activité envers les carcinomes des cellules Merkel. Cette étude avait une présentation orale qui, vraiment, selon nous, est quelque chose de très intéressant, quelque chose de frais, si on veut, grâce aux données. Les deux premières études que je vous ai montrées étaient des études assez grandes. Ce qu'on voit ici, par contre, c'est une étude où on voit le développement du nouveau composé. Et on veut voir les cellules du carcinome de cellules Merkel qui se développent dans la peau, qui ont une différenciation endocrine ou on se retrouve avec un cancer de la peau vraiment très agressif et va développer aussi de la résistance envers les thérapies très rapidement. Les cellules de Merkel sont donc des cellules ici, dans ce cas-ci, qui ont changé. Il y a plein de mutations là-dedans. Et il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas tolérer la chimiothérapie et qui ne mangent que pour une période de temps assez limitée. Si la progression par la suite, c'est mauvais. Après quoi, il semble que si cette cellule de Merkel
répond à l'immunothérapie, on se retrouve à ce moment-là avec une nouvelle possibilité de traiter les patients. Mais une grande partie des patients ont une résistance envers cette thérapie. Les carcinomes de cellules de Merkel commencent dans plusieurs patients avec un virus qui est le polyomavirus, qui est présent dans une grande partie des tumeurs ici en Amérique du Nord, mais aussi ailleurs, par exemple en Australie. Il y en a, mais il y en a moins de ce polyoma. Mais il y a aussi d'autres problèmes pour les cellules à cause des rayons ultraviolets. Le polyomavirus a une protéine qui s'attache sur le MDM2, qui s'attache à l'anti-oncogène P53 et va maintenant supprimer l'anti-oncogène. À ce moment-là, on supprime la possibilité pour la cellule que de combattre les cancers. On est en train d'avoir une inhibition de la faculté anticancérale de la cellule. Et à ce moment-là, on a ce P53 qui est inhibé et qui va aussi ne marche plus bien pour la nécrose de la cellule. Ce qui se passe, c'est que on se retrouve ne va marcher que pour les gens où le P53, qui est normal dans une grande partie des patients qui ont un carcinome, quand on présente ce nouveau genre de traitement, on donne des renseignements qui vous donnent l'idée de comment il marche. Et c'est pour ça qu'on doit aussi bien les décrire. Et ils vont aussi te donner les données précliniques qui donnent une idée de pourquoi ce composé de marcher dans les cellules et ce qui est P332 peut tuer toute une ligne cellulaire, mais ça c'est dans le laboratoire et on a besoin de savoir ça avant d'utiliser sur les patients. Après quoi on fait des études et on utilise des barèmes pour évaluer si on peut tolérer le composé, si c'est sécuritaire. Et une fois qu'on regarde à plusieurs doses, on regarde aussi aux données, mais on ne sait pas vraiment quel est le meilleur résultat, car on n'a pas encore traité un grand nombre de patients avec la meilleure des doses. C'est pour ça qu'à nouveau, en fonction des caractéristiques des patients, on essaie de voir exactement quelle est la meilleure dose pour les gens qui ont été traités. Comme on le voit ici, on n'a pas beaucoup de patients. Comme vous avez ici une centaine de patients, ici on a 7 de l'autre côté. Et c'est pour ça que pour maintenant vraiment analyser les données, une grande partie des courbes regarde à la réponse totale. C'est le même composé, mais ils l'obtiennent de plusieurs façons. C'est donc quelque chose qui promet. Mais on a besoin que d'avoir davantage de patients pour mieux comprendre les avantages de ce composé. Avec ce nouveau composé, il y a plein de personnes qui se mettent à vomir. Il y a aussi la nausée. Il y a donc d'autres stratégies pour combattre ce genre de toxicité. Après quoi, on change, on passe à ce qu'on appelle les chutes. Cette chute, c'est où il y a des individus qui sont alignés. Et comme vous le voyez ici, on essaie de voir quel est le taux
de croissance ou de décroissance de la tumeur, tout à droite, c'est que les patients, ici c'est qu'il y avait un patient qui avait une réponse très bonne, où on a remarqué que la tumeur pratiquement a disparu. Ici, ça a disparu, mais à 70%. Ici, on remarque ce qui est stable. On avait une décroissance de 30%. Et de l'autre côté, au-dessus du 30%, il y a vraiment une maladie qui croît. Après quoi, il y a une autre analyse encore où on rassemble les données à nouveau dans le même genre de graphique à chute d'eau. Après quoi, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont regardé à des patients qui ont reçu aucune chimio, et on a remarqué que les résultats étaient très bons. Alors que des gens qui avaient reçu la chimio auparavant, ainsi que l'immunothérapie, ils avaient des résultats qui n'est pas aussi bons. Ça signifie qu'on devrait plutôt utiliser le nouveau composé avant qu'on ne passe à la chimio. Ce genre de données montre, avec le graphique à chute d'eau, peut montrer ce genre de choses. Et si maintenant on regarde aux prochaines graphiques, ici on a plutôt une graphique qui s'appelle le graphique du nageur. Et on voit pour combien de temps la réponse est là, la réponse au composé. On doit toujours regarder de ce côté pour voir si c'est quelqu'un qui arrive tout au fond. Regardez aussi au triangle, car il y a des patients qui continuent de garder cette thérapie même s'il y a une progression de la maladie. Et ça, c'est dans cette diapo. Et voici une autre diapo. Ce qu'on voit ici, c'est la question de la durabilité, avec quelque chose qui est très clair en sujet des lésions causées par le cancer. Ce qui se passe ici, c'est que quand on regarde aux patients qu'on voit et qui participent à l'étude, on a un peu plus de temps pour montrer des exemples d'autres patients. En 2 mots, ce nouveau composé est une thérapie ciblée qui semble marcher pour les personnes qui ont ce carcinome des cellules de Merkel. Et on est vraiment dans une phase assez pas avancée. On est vraiment au début de l'étude, mais ça semble marcher mieux dans les gens qui n'ont pas encore été traités avec de la chimio. Et à l'heure actuelle, il y a on pense que on devrait voir si on ne peut pas utiliser cette thérapie aussi pour les autres personnes. Il y a des centres au Canada, et pas seulement au Canada, qui devraient commencer cette nouvelle étude cette année-ci. Il y a déjà tout un groupe qui va recevoir un traitement naïf avec la chimiothérapie ou cette thérapie. Et on est en train de recruter des patients pour ce groupe. On a une question très rapide. Je vais la traduire. J'avais une rechute. Est-ce que je dois comprendre que c'est mieux pour moi que de passer par l'autre composé? Non, c'est pas le cas. Je ne pense pas qu'on a des données qui montrent qu'on puisse le dire. On n'a pas de données randomisées pour 2 groupes. C'est donc très dur que de pouvoir affirmer que c'est très dur que d'affirmer qu'il y a quelque chose de clair dans l'IPI niveau plutôt que le niveau. Et je pense que vraiment on a besoin d'une étude supplémentaire pour le savoir.
Et les données sont encore prématures pour pouvoir même deviner sur cette question. Une des questions, car ce qui se passe avec le relanive, c'est qu'on n'a pas de suivi sur le long terme, car il se peut que la courbe qui est séparée à l'heure actuelle, peut-être vont fusionner par la suite, et si c'est le cas, c'est pas une bonne idée alors que de passer par le rêve à niveau, c'est mieux avoir de l'hippie niveau, si on veut avoir deux composés. C'est pour ça que quand on regarde au nouveau composé, on pensait qu'il y a vraiment, c'est quelque chose de prometteur. Et c'est que la réponse est très encourageante, comme vous l'avez vu. Et il y a aussi des avantages pour les patients. Et si maintenant vous avez un carcinome des cellules de Merkel, il y a donc la possibilité ici que d'avoir une thérapie. Car là, autrement, il y a une question d'incertitude car on a cette nouvelle composé. Mais il faut finir les études cliniques, il y a une incertitude pour voir quels sont les patients qui peuvent être recrutés pour cette étude clinique. Si vous voulez en savoir davantage, il faudrait maintenant en parler à un centre oncologique près de chez vous. On m'a envoyé un message. Il faut que je m'arrête pendant 2 secondes, Cathy. Si tu peux dire quelques mots. Après quoi, on peut parler du mélanome de l'œil. Merci. Mon Dieu, mon Dieu. Je dois prétendre d'être un médecin ici. J'arrive pas à voir. Ok. Je ne sais pas comment éteindre le micro. C'est fait. Bien, bien, bien. On va prendre une pause de quelques secondes. Vous pouvez boire de l'eau. Rappelez-vous que c'est des questions pour Dr Butler. On a pendant 30 minutes de plus. Je sais c'est assez tard sur la côte Est. Et à ce moment-là, on va être à nouveau là dans 2 secondes. Pause. Désolé pour ça. Bon, regardons maintenant au mélanome de l'œil. Il y a eu pas mal de développement lors des dernières années. Cette année-ci, c'est un peu moins actif. Mais c'est important que de regarder à cette question et regarder aux données. Pour ce qui touche maintenant aux personnes qui sont frappées par le mélanome de l'œil. C'est un genre de mélanome qui est rare et qui commence dans l'œil. Et récemment, quand on regarde aux inhibiteurs des checkpoints, on peut traiter le mélanome avec ces inhibiteurs. Chez nous, on utilise aussi une thérapie qui vise le foie. Récemment, on a une composée qui s'appelle Tebentaforsp qui vient d'être approuvée par Santé Canada et qui aide les patients, mais seulement la moitié des personnes peuvent recevoir cette thérapie. Quelles sont les options ici pour les patients?
une des questions. Pour maintenant, quels sont ces inhibiteurs des checkpoints? Pour les personnes qui reçoivent un seul composé, l'anti-PD1, pour quelqu'un qui a maintenant un mélanome de la peau, vous avez une réponse qui est assez bonne. Le niveau est bon, mais on a vraiment de 8 à 10% de différence entre les deux courbes. Ça signifie que sur 5 ans, au lieu d'avoir 45% des patients qui survivent, vous allez en avoir 53% environ. Il y a donc une légère amélioration. Et on n'a jamais fait d'études à l'aveugle ici. Mais il y a eu des autres analyses, des méta-analyses des données sur plusieurs études pour avoir une idée générale de ce qui se passe. Et on a aussi une réponse donc de l'anti-PD1 qui donne une réponse de 5%. Ce qu'on regarde maintenant à la combinaison des thérapies, c'est quelque chose qu'on a étudié. On l'a fait en Espagne et la réponse là-bas a été qu'on se retrouve avec un taux de 15-20%. C'est mieux qu'une monothérapie. Mais rappelez-vous, ajouter un autre composé à la monothérapie, ça donne de la toxicité. Bon, et donc vraiment, on a une question ici. Si la toxicité, à cause de la toxicité, ça vaut le coup ou pas? Une des questions dans le monde réel est que, dans les autres rapports, que la réponse pour les survivants recevant les deux composés, ça c'est la question. Il y a un groupe à l'université de Iowa qui a regardé 8 études qui ont regardé elles-mêmes à la combinaison entre ipi-niveau pour le traitement du mélanome de l'œil. Ils ont rassemblé les données pour voir quelle était la réponse. On a remarqué que c'est presque 14%. Donc, c'est quelque chose de semblable à ce qu'on a remarqué en Espagne. En tout et pour tout, le taux de survie est que le chiffre n'est pas facile à interpréter, car ça dépend vraiment de quand les patients ont reçu ces thérapies et si oui ou non ils ont été identifiés pour la surveillance. Mais c'est donc quelque chose où on se pose vraiment, on se soucie pas mal, car la réponse est seulement de 15%, et les patients ne survivent que pendant 1 an, pas plus. Avec maintenant cette étude de Timetafast, on a remarqué que les gens survivent plus longtemps. Il y a des groupes mais on n'est pas sûr pour d'autres groupes parce qu'on n'a pas vraiment bien comparé à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que il y a des groupes où on veut traiter le mélanome de l'œil et on va préférer l'épiniveau plutôt qu'une monothérapie avec le nouveau composé. Mais il y a aussi bien sûr ce taux de réponse qui est inférieur, et même avec le taux de réponse qui est bas, on continue de traiter les patients en dépit de la progression de la maladie. Et le fait qu'on continue le traitement, on permet de voir que les patients survivent plus longtemps. Et si on continue de donner aussi une radiographie à ces patients, il y a aussi davantage de survivants. Quand on les compare des autres personnes qui n'ont pas reçu cette thérapie supplémentaire, il y avait aussi une affiche qui regardait à 3 études différentes, qui regardaient à des thérapies
pour les perfusions hépatiques PHP à travers la peau. C'est important que de regarder cela pour que les gens aient une idée de ce qui se passe en termes des perfusions hépatiques percutanées. C'est quelque chose qui vraiment prend beaucoup de temps, prend beaucoup d'efforts. C'est un traitement qui, selon nous, est prometteur. Mais c'est encore dans le domaine de la recherche. Quand on regarde au cancer de l'œil, qui commence dans l'œil, à 90% des fois, il y a une rechute. À ce moment-là, c'est le foie qui maintenant est impliqué. Et ça devient maintenant une maladie du foie. Si maintenant on a une métastase, c'est ce qui se passe. En outre au traitement systématique dont on a parlé, on pourrait avoir maintenant une ablation de la tumeur dans le foie pour pouvoir contrôler cette tumeur dans le foie. Toutefois, le patient peut avoir une régression où il y a trop de lésions et on n'arrive pas à les traiter avec une approche locale. Il y a des investigateurs et des docteurs qui ont dit qu'on va donner directement le composé au foie. Il y a plusieurs façons de le faire. Et une des façons, c'est que on a donc cette perfusion interhépatique. Autrement, on a le Y9 90. Ici un foie. Au moment de la chirurgie, vous voyez plusieurs zones noires qui sont les métastases dans le foie. Quand on regarde maintenant au TACE, c'est-à-dire la chimiothérapie avec embolie, avec c'est une chimio qui est donnée directement au foie. Et pourquoi 90 ? Parce qu'il y a aussi un composé radioactif pour voir qu'est-ce qui se passe. Cette perfusion interhépatique est une méthode chirurgicale où on a la paratomie dans le foie, on lui ouvre l'abdomen et on place la laparotomie dans le foie où maintenant on envoie la perfusion, le liquide de la perfusion et on essaie d'enlever les métastases. Percutané, c'est la même idée, seulement il faut aussi passer par la chirurgie. On peut le faire avec un cathéter qui est inséré directement dans les vaisseaux sanguins où il y a le foie et on enlève la chimiothérapie de façon que le corps n'est plus exposé à ça. Après quoi, il y a aussi le TAS, c'est-à-dire la chimio-embolisation transartérielle où on ajoute un traceur radioactif. Dans une des études qui a été faite par les Scandinaves, ils ont fait cette perfusion qui était isolée, une perfusion hépatique isolée, où dans 40 patients ont reçu ce traitement. Et il y avait le groupe de contrôle de 46 patients qui ont reçu le meilleur traitement alternatif. Et il y avait, comme vous le voyez ici, la chimiothérapie, l'immunothérapie, une thérapie locale où on a enlevé des métastases, aussi des traitements palliatifs. Ça, c'est donc... Et il y a des gens qui ont reçu plus de thérapie. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que quand on regarde à l'approche interhépatique, intrahépatique, ça a donné de meilleurs résultats. Quand on avait des patients avec des maladies qui touchaient seulement le foie. Et ici, on voyait une amélioration quand on regarde au traitement standard.
quand on regarde maintenant aux courbes dont j'ai parlé auparavant, on a vu maintenant les survivants où il n'y avait pas de rechute ou autre, seulement le foie ou bien tout le corps. Et quand on regarde maintenant les personnes qui ont reçu la nouvelle thérapie se comportaient bien mieux que ceux qui reçoivent l'ancienne thérapie en rouge. Et ça, c'est vraiment ce à quoi on regarde. On parle ici des gens qui prennent des décisions au niveau des traitements, au niveau des gouvernements. Car ici, on réduit le niveau des progressions. Mais ça aide pas les gens à vivre plus longtemps. Enfin, pas ici. Et on doit donc aussi regarder au coût. Il y a aussi une autre étude où on a comparé ces approches. Pourquoi le W90, l'Yttrium 90, et dans cette étude, on a remarqué que l'Yttrium 90 semble donner de meilleurs résultats que le TAS. Le problème ici est que cette étude a démontré qu'on n'a pas vraiment de survivants. On ne les a pas identifiés. On n'a pas vraiment identifié des sous-groupes de patients qui peuvent être traités de cette façon. En outre, la procédure TAS qui a été utilisée est différente de celle qui a été utilisée dans d'autres centres. Il y a donc du monde au Canada qui va regarder au groupe à l'université Jefferson aux États-Unis de Philadelphie, et ils ne font pas le même genre de TACE qui est décrit dans cette étude scandinave. Il faut voir quelle est la meilleure thérapie à utiliser. Pour maintenant ces mélanomes de l'œil, on doit mieux interpréter ces courbes pour ce qui touche les survivants. C'est pas bon. Quand on regarde aux thérapies, on a vraiment besoin de nouvelles études. Et c'est exactement ça ce qu'on doit faire. À cause de ces résultats, à cause des perfusions dans le foie, il pourrait y avoir des idées qui font si qu'on doit aller aux États-Unis pour ce genre de thérapie. C'est important. On n'est pas vraiment sûr de taux des survivants. Et quand on regarde à ce qui se passe au Canada, c'est vraiment un défi, car les opérations font si qu'on a besoin de certains temps pour admettre les gens, pour pouvoir aussi avoir un calendrier pour les opérations. Et c'est pour ça que on a besoin davantage de données quand on regarde au développement de ces études. Et à nouveau, plus tard, on doit regarder si on aura, oui ou non, une thérapie plus systématique pour ces patients. Pour voir si oui ou non il va y avoir davantage de survivants. Ayant dit cela, je suis maintenant ici pour répondre à vos questions. J'espère que je vais vous donner la réponse. Bon, je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai remarqué qu'il y avait progression au stage 3. J'ai changé de thérapie. Est-ce que Pembro peut être utilisé à ce moment-là, comme tu nous l'as montré? Ou est-ce que je dois passer au niveau NIPI? C'est quoi que je devrais considérer? C'est une très bonne question. Dans cette étude, tout dépend de où on habite pour voir quelles sont les options. Car
certaines provinces, les provinces ont chacune ses propres règlements. En général, la plupart des problèmes des provinces vont donner de l'argent pour ce genre de mélanome et de traitement de mélanome. Pour le niveau, dans ce genre de thérapie, il n'y a pas beaucoup de données qui nous disent quelle est la meilleure des options. Parce que il y a très peu de patients qui ont été traités avec cela pour le moment. Pour la phase 1, il pourrait y avoir une combinaison de ces deux composés. Mais quand maintenant on regarde aussi à l'inhibiteur des checkpoints, ça aussi ça peut être... Si tu as déjà été traité avec l'immunothérapie, oui, c'est peut-être une bonne idée d'utiliser la combinaison deuxième ligne Ivinivo. Je suis moins enthousiaste, mais les études sont des études vraiment pratiquement qui nous montrent ce qui se passe au début. On ne sait pas ce qui se passe plus tard. Pour maintenant les patients qui avaient davantage de problèmes avec le IV, il y a des données qui montrent qu'on a reçu les composés lors d'une étude à l'aveugle et le taux de réponse est d'environ 30%. Ce qui signifie que si je dois vraiment choisir entre l'anivo et ipinivo, et pour quelqu'un comme on l'a ici, mais c'est pas une option, donc je ne peux pas faire le choix. Mais si c'était une option, je choisirais ipinivo comme traitement. Il y a des provinces qui vont donner de l'argent, l'ipinivo, plutôt que l'ipirela. Il y a des études cliniques qui regardent cette question qu'on vient d'examiner, car cet ipinivo est plus ou moins de anticorps. Mais de ce côté, quand on regarde cette étude, il y a des règlements au sujet de la progression des événements de la maladie. Et on doit donc regarder à tout l'historique du patient. Il y a aussi des autres études qui regardent à la question. Et on espère que ces options seront là pour les patients. Mais en fait, oui, la question est très bonne, car on ne sait pas quelle est vraiment la bonne thérapie, dans ce cas pour les patients, quand il y a eu déjà des thérapies auparavant. Souvent, on sait que quand on regarde l'épilome, tu sais, ça peut être très bon pour certains patients, mais il ne faut pas négliger ce genre de traitement. Oui. Autre question. Est-ce qu'il y a de nouveaux systèmes, de nouvelles thérapies qu'on est en train d'étudier ici au Canada pour le mélanome ? Et si oui, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui semble être prometteur ? Oui. Oui. Il y a des autres composés, il y a des autres thérapies. Il y a à l'heure actuelle une étude avec un composé un inhibiteur d'une protéine kinase. C'est quelque chose qui démontre des très bons résultats. Mais il y a aussi des effets secondaires, il faudra y penser. Mais il y a des résultats très intéressants. À l'heure actuelle, on est en train de regarder à des patients qui peuvent être traités avec ça, pour voir s'ils sont disponibles, pour voir quelle est la réponse. À l'heure actuelle.
Mais il y a donc, oui, des études cliniques qui regardent, c'est en phase 1, qui pourraient être aussi appropriés pour le mélanome, pour des composés qui sont appropriés pour le mélanome. Je pense que tu es un peu fatigué, n'est-ce pas? Oui. Bien. Je voulais parvenir à la fin. Il semble y être une autre question. Pourquoi le thé bien ne marche que pour 30% des gens? Très bonne question. Tu baignes ta faste et ta composé, et on n'a pas vraiment regardé au détail de comment ce composé marche. Le Tibenta Fast reconnaît les tumeurs dans le contexte d'une molécule qui s'appelle H-play. Ceci signifie que Tibenta Fast utilise le système immunitaire pour faire si que on envoie les cellules immunitaires contre les tumeurs. Par exemple, on n'a qu'à regarder au récepteur des cellules T où il y a cette langue de la cellule, mais elles réagissent différemment dans les gens. Et donc, c'est pas quelque chose pour tout le monde. Et au Canada, il faut avoir le bon récepteur sur la cellule. Malheureusement, pour les cellules qui n'ont pas ces récepteurs, il faut identifier quelque chose d'autre. Merci. Merci, Dr Butler. Qu'est-ce que je peux dire? Vous êtes fantastique. J'ai deux listes de choses que tu as couvertes. Je voulais maintenant retourner à quelque chose que tu as dit. Et il faut toujours parler à l'oncologue. C'est très, très important. Nous, on en parle tout le temps. Et je voulais savoir si tu pourrais prendre une seconde de l'importance des études cliniques. Si on regarde au site internet, est-ce que les patients peuvent aller voir ce qui se passe dans le centre? Selon toi, que se passe-t-il? Que pour toi c'est important? C'est vraiment très très important en fait. Pour plusieurs raisons. D'un côté, ça permet souvent aux gens que d'avoir des options qui donnent une idée sur les normes des traitements, des soins, dans un endroit plutôt qu'un autre. Parfois, ça donne une idée que si par exemple tu habites aux États-Unis, les docteurs vont utiliser quelque chose plus facilement. Il y a donc quelque chose qui est égoïste, pas vraiment égoïste d'un point de vue du bien des patients, mais ça donne une idée de certains avantages. Le plus important, je pense, c'est que ces cliniques vont donner une façon pour nous que de voir si, oui ou non, un traitement marche, est utile pour les patients à l'avenir. Il y a eu des études qui ont regardé à la qualité des soins dans les études cliniques. Il y a bien sûr des points qu'il fallait considérer. Il fallait que le patient reçoive des soins qui pouvaient ne pas être adéquats. Et donc, ceci donne le même niveau d'avantage que les soins et donne aussi la possibilité que de devenir la nouvelle norme au niveau local. Et en outre, on est là aussi pour regarder à l'avenir. Si on pense que c'est dangereux, si l'étude n'a pas de sens, il faut regarder aux options. Bien, toi et moi, on a été ici pendant pas mal de temps. Tu sais, en 2003, on m'a trouvé que j'avais une tumeur. Et donc, on s'est rencontrés pendant pas mal de temps. On s'est vu en 2011.
ta présentation aura pris seulement 5 minutes car il n'y avait pas de traitement à ce moment-là. Pour le mélanome métastatique, on a parlé des métastases, on a parlé des adjuvants, on a parlé des cellules, des basales, mon Dieu, on a parlé des métasomes, de mélanome de l'œil. Je sais, en tant qu'étant patiente, comment l'innovation a été phénoménale. Si, comme quelqu'un nous dit ce que ceci signifie pour nous, vraiment, tu es venu au Canada, on te remercie. Si on pense, tu sais, si on pense à où on était, c'est, si on regarde aux 10-15 dernières années, la plus grande partie de nos patients ont été là pour les aider. Et il fallait leur donner des médicaments qui allaient les aider pendant quelques mois. On avait des rares patients qui passaient par des vaccins ou autres, mais il y avait vraiment des thérapies qui posaient plein de défis. Et ce n'était pas pour tout le monde. À l'heure actuelle, j'ai des patients qui ont maintenant des familles, qui vivent une vie normale. Et je crains pour les patients de stage 4, je voudrais les surveiller eux aussi. Je voudrais m'assurer que tout est contrôlé. Mais, il faut vraiment penser à quand, toutes les années, si ces personnes survivent ou pas. Ça, c'est donc quelque chose vraiment de très intéressant, très excitant. Que quand on regarde au changement de pratique, ça c'est vraiment très excitant. Tu sais, l'autre chose, il y avait aussi des gens qui ne s'en notent pas vraiment beaucoup. Et vraiment, on n'est pas content quand on perd un patient. C'est pour ça que, malheureusement, ça arrive. Il y a davantage de recherches qu'on doit faire. Et il faut regarder au fait qu'il y a aussi des gens qui maintenant développent une résistance aux composés. Et il faut que les gens maintenant vivent plus longtemps. Merci beaucoup. Et il faut que tu sois toujours là pour nous aider. Bon, peut-être on devra en parler plus longtemps. Merci que on sait aussi que tu es très pris. Merci tout le monde pour avoir été des nôtres. Merci. Merci vraiment beaucoup, Dr Butler, pour avoir partagé tout cela. Je suis vraiment époustouflé par ce que tu viens de nous dire. Merci à nouveau. Et aussi tout le public, merci pour avoir été des nôtres. À nouveau. Cette session a été enregistrée. Sera disponible sur le site internet et aussi sur le site YouTube. Dans les deux cas, allez voir sous Sauve ta peau. Et merci à nouveau pour avoir été des nôtres. Merci.